de Damoclès, les spectres du volcan Nyiragongo continuent de planer sur la ville de Goma avec son cortège des malheurs. Quelles sont alors les mesures urgentes à prendre ou qui s'imposent en vue de faire face à une crise humanitaire ou à la crise humanitaire qui se pointe déjà à l'horizon? 284. Messieurs et dames, vous l'avez compris, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle aventure des débats 24. Bienvenue à bord. Avec moi sur ces plateaux, très heureux de retrouver pour la toute première fois Monsieur Élie Lokwa. Pour la toute première fois dans débat 24, bien sûr. Il est cadre d'un mouvement politique dénommé Jeunes Leaders du Congo. Ça fait partie de l'Union Sacrée. Bienvenue. Oui, merci beaucoup de votre invitation. Et comme vous l'avez fait, de jeter votre dévolu sur ma modeste personne. Je suis très heureux d'être ici présent, discuter autour des idéaux du développement de notre République. Et ça fait partie des exercices démocratiques. Merci beaucoup. Le développement, comment va les Congo profonds? Parce que vous venez fraîchement de là, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. La République, comme celle-ci aujourd'hui, comme nous le savons, il y a lieu de constater que nous pensons que l'État ou la République démocratique du Congo n'est que la ville de Kinshasa. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Il y a des entités territoriales, il y a des villes, des villages qui sont considérés aujourd'hui comme des espaces savanes. Il n'y a rien du tout. Tout en passant que la République, c'est la des grands espaces vides, inhabités. Il y a des populations qui, bien entendu, passent des moments un peu très difficiles à la suite d'une mauvaise politique que nous avions, bien entendu, succédé et que nous avions adopté par ceux qui ont géré abusivement la République. Et donc, sous le régime de son Excellence, président de la République, Félix Antoine Tshilombo, j'espère que les choses vont bouger. Et c'est parce que le Congo profond ne marche pas bonnement. En réalité, nous sommes un pays de beaucoup... Je sens que vous êtes déjà intarissable, oui, ça voilà. C'est bien, mais ce n'était que l'entame de l'émission. Peut-être on aura le temps d'en parler au courant de l'émission. À vos côtés, Jules Mividi. Très heureux de les retrouver. Il est le coordonnateur de l'association de jeunes du Grand Bandundu. Jules Mividi, comment vous allez? Merci John, je vais très bien. Merci pour l'invitation une fois de plus. Je crois que mon embargo est terminé aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu. Je dois John rappeler que j'ai beaucoup d'estime envers un co-débatteur en face, il s'appelle Focas Kokelemena. À qui j'ai beaucoup de considération et je salue mon frère qui entame aussi la toute première fois cette émission, je les salue. Je dois signaler que je suis le coordonnateur de la jeunesse du Grand Bandundu. Ces derniers temps, John, on m'appelle force contre force, c'est-à-dire que j'ai la charge de la jeunesse du Grand Bandundu. Force contre force. Force contre force. Désormais, la charge de la jeunesse du Grand Bandundu qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dois rappeler que nous sommes membres de l'Union Sacrée, c'est-à-dire que nous avons déposé notre mémo auprès du Premier ministre. Malheureusement, que le Premier ministre n'a pas tenu compte, nous considérons comme un oubli, mais je crois que cette omission sera réparée lors de la nomination de mandataires, des animateurs, des portefeuilles des entreprises. Je voulais tout simplement vous tranquilliser, vous rassurer que vous n'avez jamais été frappé d'embargo. C'était juste une question de disponibilité. Mais encore une fois, merci d'être là. Merci, John. À vos côtés, vous l'avez dit, il s'appelle Focas Kokelemena. C'est l'homme de la politique au Soni, l'inventeur de la science politique par les baffles. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci pour cela. Je suis fier d'être avec vous et aussi avec mes co-débatteurs. Je remercie l'équipe technique et ceux qui vont nous suivre. Et je crois que nous allons passer... Parlant de la science politique par les baffles, et après le dernier album, Plus rien,
c'est la traversée du désert. Non, c'est-à-dire que... Le dernier album s'intitulait encore... La Politicosonie. La Politicosonie, tome 1. Voilà. À quand le tome 2? Et c'est déjà dans les coulisses, en train de pouvoir être bien préparé. Le problème, c'est que nous sommes en train de passer des périodes très difficiles avec la Covid et crise sanitaire. Alors, donc, on a voulu... Mais les productions scéniques ont repris. Hein? Non, jusque-là, nous allons aussi voir si possibilité il y a autour du mois de juillet que nous puissions lancer une production et continuer à faire les activités normalement. Mais sinon, on est là. Merci d'être là, Phocas Koukelemena. D'abord, cette question d'actualité. Ils étaient dans la rue ce vendredi pour exiger aussi pas réclamer la libération de leur leader. Ils, ce sont les partisans, les sympathisants de l'UNC, les partis chers à Vital Kamerhe. Mais il dit quoi? Un fait insolite tout de même. Sous l'ère de Félix Tshisekedi, on a dispersé cette manifestation pacifique, en tout cas entre guillemets, par des coups de gaz lacrymogènes. Vive la démocratie en RDC. Hein? En tout cas, je tiens à vous dire que nous sommes premièrement un État de droit. Et l'État de droit, c'est un État où les textes qui régissent le fonctionnement de la cité publique doivent être respectés par le pouvoir public d'abord lui-même et par la population. C'est-à-dire que la marche, bien entendu, qui a été organisée par nos frères du parti politique INC réclamant l'acquittement de leur leader politique. Pur et simple. Parce qu'il faut dire que la reprise du procès est prévue pour ce lundi 31. En tout cas, c'est-à-dire que cette fois-ci, on appelle. Voilà, je voudrais marteler sur ça, puisque quand les militants de l'INC réclament l'acquittement de leur leader politique, Vital Kamerhe, s'il faut citer son nom, en tout cas, c'est une expression démocratique comme garantissent certaines articles mais pourquoi de la les Constitution. Disperser brutalement, la sauvagement prévoit la liberté d'expression, la liberté de manifestation publique. D'opinion. Voilà, ça c'est en réalité les droits constitutionnels qui sont inviolables. Mais nous devons retenir un élément important. Lequel? Qu'aujourd'hui, nous avions tous compris les déroulements du procès des 100 jours du président Kamerhe, et que la première instance avait déjà rendu son jugement. Et bien entendu, il y a déjà l'interjection d'appel pour saisir la cour d'appel. C'est ce que nous appelons en droit même. Ce sont les effets. Déjà, c'est 31 mai. Oui, voilà, ce sont les effets. Bien entendu, ce sont les effets suspensifs d'appel. Et donc, ici, nous ne pouvons pas voir un groupe d'individus descendre dans des rues ou dans des artères publiques pour faire la pression à la justice. Ça, c'est sortir du carcan de la règle principalement établie. Il ne pouvait pas. C'est une façon de faire pression sur la justice. Non, ça c'est inadmissible. Non, ça ne peut pas se faire. Mais si cette justice laisse à désirer, a l'air d'être un tout petit peu commanditée, sélective. Non, en tout cas, ce sont des arrière-pensées. En réalité, la justice, c'est une institution indépendante qui ne peut pas travailler sous une quelconque inféodation politicienne. Et la justice congolaise, au-delà de toute élucubration, a été déjà saisie à la première instance et les dossiers entre les mains de la cour d'appel. Et nous devons attendre que la justice de la deuxième instance puisse se prononcer. Alors aujourd'hui, voir un groupe d'individus en réalité sortir dans les artères publiques, réclamer par pression la libération. Non, pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Parce que d'après eux, Vital Kamerhe serait un prisonnier politique. Autant chercher sa libération par la rue aussi, pourquoi pas? S'il serait un prisonnier politique, bon, je ne peux pas ici vous faire des affirmations, mais en réalité, les droits avaient déjà produit des éléments de culpabilité. Moi, je ne suis pas le juge naturel de Vital Kamerhe. Il a été devant le tribunal. La justice avait rendu le jugement par la première instance et nous attendons la cour d'appel. Et donc, ici, dire qu'il y a une répression
c'est ce que nous pouvons aussi condamner si réellement il y a eu quelques actes de répression par la police congolaise. Même au siège de l'UNC. La police congolaise a pour mission déontologique, premièrement, celle de protéger la population et leurs biens. La police ne peut pas être une police de répression, elle doit être une police de protection. Elle ne peut pas se contredire. Mais tel n'est pas le cas avec... dire que même si on avait jeté des gaz lacrymogènes, en réalité, ce sont des mesures conservatoires que le pouvoir public utilise au cas où certains manifestants auraient tenté perturber l'ordre public. Perturber l'ordre public. Bon, c'est à vérifier. Voilà, la police, en tant qu'un organe qui sait comment réguler le modus operandi de toute manifestation publique, elle ne peut qu'agir de la sorte pour amener, n'est-ce pas, l'ordre dans les endroits où il y avait les désordres. C'est ça le problème. Mais en réalité, je ne peux pas ici dire que nous devons à tout prix faire la pression à la justice. C'est ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde veut se faire juge de sa propre turpitude. Et ce n'est pas ça l'état de droit. Donc bref, cette marche n'avait pas de raison d'être. Non, la marche n'a pas sa raison d'être. Oui. Il fallait d'abord attendre, n'est-ce pas, le dernier jugement, ou soit le jugement secondaire de la cour d'appel. Et quand la cour d'appel va se prononcer, et donc, quelques petites manifestations peuvent se produire à l'instar. Mais actuellement, que la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée, faire des manifestations, c'est anticiper et faire la pression à la justice. Merci. Et ce n'est pas ça l'état de droit. Merci Élie Lokwa. Je rappelle que vous êtes cadre du mouvement politique Jeunes Leaders du Congo. Jules Mevidi, avez-vous l'impression que cette manifestation n'avait pas de raison d'être parce que c'est une façon de mettre la pression sur la justice congolaise? Or, ça, c'est inadmissible. D'où ça devait être dispersé à coups de gaz lacrymogène. John, je dois d'abord commencer par un adage qui dit que là, je rentre dans mon village. Il y a un adage qui dit que Mpili to fait diriger soit Kokamb parti politique. Mpili Mpeyi ba dirijaka Nti. Autrement dit... Ça, c'est les Kimbala. Non, ça, c'est les Kiungani. Ah, ok. Je suis Oungana. C'est-à-dire qu'un parti politique doit être dirigé comme nous dirigeons la République. Traduction, s'il vous plaît, traduction. Mais là, je suis en français, non? Ah, j'ai déjà. dit Okay. Un parti politique. Si vous voulez que je répète en Oungana, non, pas. Je peux pour ne pas... Pas la peine, pas la peine. Consommer mes minutes, je dis qu'un parti politique doit être dirigé comme nous dirigeons la République. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous trouverez que dans un parti politique, il y a un président national. Un secrétaire général. Oui, aujourd'hui, on les appelle une autorité morale, etc. Il y a un secrétaire général, il y a un bureau politique, il y a tous les organes du parti qui fonctionnent afin que lors de la conquête du pouvoir, qu'ils puissent savoir comment nous allons diriger notre pays. Moi, je crois que l'affaire de l'INC, nos amis de l'INC doivent comprendre qu'ils sont déjà au pouvoir. L'INC participe à la gestion de ces pays. Ils ont un directeur de cabinet du chef de l'État. Exactement. Ouais. Et après, on l'a remplacé. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont 5 ministères à leur possession. Ils dirigent avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ne peuvent pas... Ils ont même le ministère de la Justice. Hein. Exactement. Ils ne peuvent pas se comporter de la sorte. Le président de la République veut mettre de l'ordre parce qu'il a remarqué que non, la justice, nous avons décrié que la justice était une justice à double poids. Mais aujourd'hui, nous avons demandé qu'il y ait l'équilibre. Mais le même parti politique qui est aux affaires, il se comporte comme s'ils sont à l'opposition. Mais non, nous devons suivre la voie. Vital Kamerhe a été cité a été condamné plutôt pour les
maisons préfabriquées. Au premier degré. Au premier degré. Oui. S'il était innocent, je crois que je ne suis pas juriste, je vais m'interférer, on allait l'acquitter. Mais comme il était condamné, nous attendons, comme ils sont allés à l'appel, en appel plutôt, nous attendons le verdict. La procédure est en cours. Mais ils ne peuvent pas se comporter comme s'ils étaient dans la mouka ou dans l'opposition. Moi, je crois que nos amis doivent d'abord savoir que nous sommes au pouvoir. Ils doivent respecter, parce qu'ils ont respecté. Si la police les a dispersés, la question reste à poser. Est-ce qu'ils ont suivi la procédure normale? Est-ce qu'ils ont écrit, bien que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation, est-ce que l'autorité avait pris acte pour sécuriser? Si ce n'est pas le cas, et aussi vous savez que non, à l'est, là où il y a aussi des perturbations. Ouais, il n'y a pas eu marche qu'à Kinshasa, à Bukavu aussi, exactement, fief de Vital Kamerhe, même à Kananga, dans d'autres villes du pays, il y a eu aussi marche. C'est pourquoi nous disons à nos frères et sœurs de l'ILC de mettre le vin, un peu d'eau dans leur vin, de suivre l'évolution du dossier. Ils sont à l'appel. Si les juges vont trouver qu'il est innocent, on va l'acquitter. Mais je crois que manifester, ça va rien apporter, parce que ce n'est pas la rue qui peut libérer Vital Kamerhe, c'est la justice. Mais la rue peut changer la donne aussi. La rue peut changer la donne, oui. Bien sûr, mais nous ne voulons pas rentrer dans la prise du pouvoir par politico-militaire, où il faut créer des guerres, il faut créer du désordre dans le pays. Comme Vital Kamerhe a participé à la prise du pouvoir dans la voie démocratique, nous voulons aussi sentir en Vital Kamerhe de respecter la loi mère qui est la Constitution, et puis respecter la loi, parce que nous sommes dans un état de droit. Donc je crois que dans tous ces meetings, Vital Kamerhe a prêché sur l'état de droit. Donc il ne peut pas être aujourd'hui, puisse nous presser par un faux exemple en tant qu'un grand politique. Moi je le conseille d'être calme. La justice va faire son travail. Si la justice trouve qu'il est innocent, on va l'acquitter. Au lieu de descendre, la police a fait son travail. Nous ne voulons pas du désordre. Le dossier est encore là. On observe, on va en appel, on va examiner. S'il est innocent, on va l'acquitter. Je crois que c'est une marche qui va engendrer mort-nez pour moi. Je crois que la justice doit faire son travail. Félix Tshisekedi a besoin de remettre un peu de l'ordre sur la justice à double poids. Nous voulons que la justice soit égale, pas deux poids, deux mesures. Enfin, que même si les pauvres, vous avez une situation, et que la justice puisse se rendre... bref, la République des intouchables. Exactement. Il faut qu'appliquer les maintenant, avec vos lunettes d'un politologue, marche pour exiger et demander la libération pure et simple de leur leader, Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré, à 20 ans pénal. Ils étaient dans la rue cet avant-midi, mais curieusement, sous l'ère Félix Tshisekedi, ils ont été brutalement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Réaction? Ma réaction, c'est que je me sens inconfortable pour commenter autour de ces sujets. C'est pourquoi je préfère être d'ailleurs sans objet, et pour des raisons qui me sont propres, et pour ne pas me permettre d'aborder des sujets qui sont en justice et voir des pratiques qui sont des pratiques de deux poids, deux mesures. J'ai écouté mon co-débatteur parler de la pression qu'il ne faut pas faire. Ouais, Élie la Loco. pression, oui, Ouais. Élie qui parle de la pression qu'il ne faut pas faire Sur la justice. sur la justice. Mais les institutions que nous avons souffrent de pression, parfois des militants de l'IDPS, en maintes reprises. Exemple. Exemple, au Parlement, vous avez assisté à combien de fois l'IDPS
a envoyé l'hémicycle pour faire la pression députés. Ça, c'est la rue aussi. Ça, c'est la rue aussi. Il ne faudrait pas que l'état de droit, vous puissiez trouver l'état de droit là où vous voulez la localiser. Mais quand il s'agit de l'IDPS, on ne parle plus de l'état de droit. Il faut dire ça aussi à ces de l'IDPS qu'il ne faut plus jamais oser faire pression aux députés. Quand il y a une question à débattre au niveau de l'hémicycle, il faut laisser les députés aussi, parce que c'est aussi une institution à l'instar de la justice. Moi, je crois que ça sera à l'aise de faire des choses avec équité. Mais du fait du dossier, n'étant pas juriste, je pense que je prends le temps de lier ma langue et attendre d'autres sujets qui seraient importants. Non, mais sur le plan purement sur le plan politologique, votre lecture la mission politique. de l'INC Ouais. est accomplie parce qu'ils ont sollicité une marche. Bien que cette marche soit dispersée, mais le message est passé. C'est ça, au fait, la finalité en politique. Pour une marche, on ne sort pas dans la rue pour aller renverser les pouvoirs. On sort dans la rue pour passer les messages. Et le message a atteint les institutions, les acteurs, la communauté locale et internationale. Mission accomplie, point barre. Sur le plan politique, ils gagnent des causes. Que vous soyez dans les régimes d'autorisation, que vous soyez dans les régimes d'information, pour eux, ils ont bravé le courage de pouvoir être dans la rue et ils ont passé les messages. C'est déjà résolu leurs problèmes. Ils n'ont pas cherché en faisant la marche d'aller libérer Kamer là où il était. Ils avaient un message à faire passer. Le message est passé, quoi qu'il soit dispersé d'une manière violente. Même Evie Dilaki, c'est un coup d'épée dans l'eau, bien qu'il ne l'a pas dit comme ça, donc c'est sans impact. Mais il faut chercher les objectifs. L'objectif était passer les messages. Et le message est passé. C'est-à-dire que nous demandons la libération de notre leader parce que nous estimons que la justice a été instrumentalisée. C'était ça les messages. Ce n'était pas aller libérer Vital, mais passer les messages à qui veut l'entendre. En tout cas, ce n'était pas la prise de la Bastille. Non, non. C'est juste comme avec la Révolution française. Mais il ne faut pas se Machiavel a dit que la fin justifie les moyens. À l'issue, maintenant, c'est ça l'issue. Mais la fin justifie les moyens. Quelle était la finalité de la marche? Libérer Kamer. C'était pas de faire libérer Kamer. Non. Ils étaient faire passer le message à qui des droits. Ils n'avaient même pas prévu de prendre la direction de la prison, par exemple. Non, moi j'ai suivi l'itinéraire. Non. Cette direction-là n'était pas prévue. Non. INC voulait passer les messages et le message a atteint le niveau qu'il fallait. Ces points, politiquement, ils ont gagné, ils ont atteint l'objectif. Alors, Élie Lokwa, vous pouvez toujours réagir, mais j'ai fait avancer les débats. Non, j'ai fait avancer les débats, mais vous allez réagir. Les nouvelles autorités, les autorités militaires cette fois, qui comptent la province du Nord Kivu, ont carrément décidé d'évacuer une bonne partie de la population, craignant les risques d'éruption de ces volcans imprévisibles. Les plus dangereux d'Afrique, ça beaucoup de gens ne le savent pas, les volcans les plus dangereux d'Afrique, Nyiragongo. Mais une question simple. Estimez-vous que la ville de Goma, et au-delà de la ville de Goma, cette partie de la République est à bord d'une énième crise humanitaire? Je voudrais dire, avant de répondre à votre question, oui. J'aimerais un peu profiter de l'occasion pour dire à mon co-débatteur que le politologue, oui. et que le message de l'INC serait passé, mais par une façon incommodée et modérée, et ce qui voudrait alors dire que ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, et ce n'est pas l'effet de faire la pression à la justice, et que quand vous dites par votre propre langue qu'il y a une instrumentalisation de la justice, moi je voudrais vous dire... D'après l'UNC. Oui. Pas d'après lui, l'UNC. Parce qu'il le soutient, et que c'était l'instrumentalisation dont la justice congolaise était totalement fragmentée. Et donc, pour dire que dans votre propre langue, vous dites que la condamnation au premier degré de M. Vital Kamerhe
c'était par une justice instrumentalisée. Et donc, ce qui voudrait dire que les éléments de culpabilité qui étaient mis à la charge de Vital Kamerhe n'étaient pas réunis. Et donc, il y a eu des magouilles. Et de cette façon-là, vous dites que la justice congolaise était inféodée. Et ce qui voudrait me dire autrement, que vous ne voulez pas que les gros poissons, que les grands oiseaux, les grands animaux ne soient arrêtés. Là, vous contredisez même la théorie de Montesquieu qui a dit que la justice ne peut pas fonctionner ne peut pas fonctionner comme l'étoile d'araignée qui n'arrête que les insectes et les fourmis en laissant passer les grands oiseaux et les grands animaux. C'est ce que vous voulez nous faire croire en République démocratique du Congo. Vous voulez que notre justice ne puisse qu'arrêter les insectes comme l'étoile d'araignée, ne puisse qu'arrêter les fourmis comme l'étoile d'araignée, en laissant passer les gros oiseaux et les grands animaux. Et ce n'est pas ça l'état de droit que nous voulons instaurer avec son Excellence Félix Tshisekedi. Nous voulons un état de droit, un état qui ne connaît l'identité d'aucune personne. Et la justice serait toujours indépendante. Parlons de la crise humanitaire. La crise, je voudrais vous dire que dans la ville de Goma aujourd'hui, oui, il y a totalement une crise humanitaire. Déjà? Oui. Nous y sommes? Oui. Puisque tellement qu'il y a des catastrophes. Des déplacés. Il y a déplacement massif de population. Et vous avez suivi les rapports de l'UNICEF qui a été rendu public, je crois, qui tire la sonnette d'alarme. Hein? Et qu'il y a aujourd'hui 150 enfants séparés de leur famille. Et donc là, on suppose qu'il y a déjà une crise humanitaire. Et donc, il faut l'implication et la nécessité même d'apporter des soutiens humanitaires à toutes ces familles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la ville de Goma, il y a plusieurs cas de décès. Il y a aussi, après l'éruption volcanique, nous avons tous suspecté les tremblements de terre, ouais, qui a créé, bien entendu, ouais, quelques fissures occasionnant l'éboulement de terre, ouais, et aussi la destruction de certains espaces de population, les maisons détruites, les champs, et voilà, et ainsi de suite. Donc, on suppose, en réalité, sur le plan de fait, il y a crise humanitaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état où on ne sait pas promouvoir la recherche scientifique. On ne sait pas prévenir. Oui, on ne sait pas prévenir. Et même dans la gestion des risques et des catastrophes, il y a des éléments. Il y a l'élément de prévention et l'élément de précaution. Sur les plans préventifs, la République démocratique du Congo ne sait pas mettre en place certaines stratégies. L'observatoire volcanique, voilà, de Goma, l'OVG, vous avez suivi même les rapports qui surveillent les activités du volcan, oui, avait cessé de travailler depuis presque 7 mois, faute de financement. Et ça, c'est sous les règnes de Félix Tshisekedi. C'est pardon, l'observatoire, oui, volcanologique de Goma, oui, a fait son rapport. Oui. Il a décrié le fait que... Il y a même un député national qui a posé une question orale au ministre de Recherche scientifique. Évidemment, c'est-à-dire que la recherche scientifique au Congo doit, de toutes les façons, être soutenue par les pouvoirs publics, comme ça se passe dans d'autres sièges du monde, en l'occurrence la Chine, qui a un budget peut-être de 10 milliards de dollars américains, rien que pour la recherche scientifique. Et c'est quand vous prenez les États, là, comme la France par exemple, qui a un budget de 28 milliards de dollars ou d'euros, rien que pour la recherche scientifique, et de chez nous, en République démocratique du Congo, un budget alloué, exercice 2021, un budget alloué à la recherche scientifique évalué à 0,59%. C'est étonnant. Donc c'est étonnant. Donc si, par exemple, on a un budget peut-être de 4 milliards de dollars américains, donc on aura 0,59%, c'est-à-dire 20 millions de dollars pendant 5 ans, pendant une année permettée. Donc c'est étonnant. Et c'est ainsi que la notion de la recherche scientifique a été soutenue par quelques honorables députés et sénateurs, en l'occurrence
sénateur, l'ancien sénateur Guy Luandomboyo, aujourd'hui Excellence et ministre en charge de l'aménagement du territoire, dans sa proposition de loi qu'il avait déposée au Sénat, juste pour la promotion de la recherche scientifique et innovation technologique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes supposés être un État où nous sommes en train de bannir la recherche scientifique. Nous sommes en train d'importer les outils scientifiques. Avec un budget médiocre. Voilà, parce que nous avons un budget alloué qui ne vient d'ailleurs pas, c'est sur un papier. budget sadique, un budget non colossal, un budget dérisoire qui ne permet pas un budget moqueur, qui ne permet pas aux scientifiques, aux professeurs des universités d'amorcer les démarches pour la recherche scientifique. Et c'est ça même les rapports de l'Observatoire volcanologique de Goma qui décriait le fait que l'État congolais ne lui fournit pas des outils. Mais on s'attendait à ce que, on s'attendait avec Félix Tshisekedi, chantre de l'Union sacrée, que les lignes bougent. Oui, même avec lui, il n'y a pas grand mouvement de ces côtés-là. Étant donné que Félix Tshisekedi, il est venu au pouvoir sous un régime de trop sanguinaire, s'il faut le dire dans son sens, un régime qui n'était qu'amoureux de la République démocratique du Congo sans être amoureux du peuple congolais. Et donc, ces régimes tentaient de bouleverser des choses quand Félix était venu au pouvoir. C'est ainsi que son Excellence, le président de la République, a voulu instaurer quelque chose d'envergure, comme nous appelons Union sacrée, au motif de fédérer, d'unifier les différents leaders de la République en parler. Pour devoir donner la bonne réputation à la République démocratique du Congo en matière sociale tout comme économique. Jules Mividi, éruption du volcan Nyiragongo avec son cortège des malheurs, familles déplacées, champs dévastés, activités économiques interrompues. On délocalise, on évacue même la population vers Saké et les entités environnantes. Sommes-nous d'abord à bord d'une crise humanitaire et comment appréciez-vous la riposte telle qu'organisée par le gouvernement de la République? D'abord, John, je dois signaler que la jeunesse du Grand Bandundu compatit avec toutes les familles endeuillées à Nyiragongo, précisément, là où l'éruption s'est fait sentir, il y a eu des déplacés et des morts. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de cette partie de la République. Là, je dois signaler. John, vous allez me supporter. Chez nous, les Hungana, quand nous parlons de choses sérieuses, nous parlons en parabole comme Jésus. Vous allez me supporter un peu. En Hungana aujourd'hui. Je dois donner encore un autre adage. Chez nous, les Hungana, on dit ceci. Quand nous sommes à l'arbre à palabre, nous disons Moutofil Kubeta. Là, en Hungana, c'est-à-dire qu'un homme averti vaut deux. Si quelqu'un meurt dans un trou, il n'a pas été bien signalé ou averti. On n'a pas indiqué les chemins. Exactement. Si aujourd'hui nous subissons ce qui s'est fait à Nyiragongo, parce que les gestionnaires de l'entourage soit de cet environnement volcanique n'ont pas fait convenablement leur travail, nous allons nous poser des questions. Mais à qui incombe les responsabilités maintenant? C'est à plusieurs échelons. Hein. D'abord, nous allons... Pourquoi n'ont-ils pas bien fait leur travail? C'est ça la principale question. D'abord, cette question... Question d'incompétence, question des moyens. John, vous me posez une question piège, mais ce n'est pas d'abord parce que je sais là où vous êtes, mais d'abord, moi, j'incombe la responsabilité aux gestionnaires parce que il y a des agents qui travaillent pour sécuriser la population. Pour surveiller, contrôler les activités de Nyiragongo en permanence. Ils sont là, ils travaillent, ils sont payés par l'État congolais, par l'argent des contribuables congolais. C'est-à-dire que... Non, aux dernières nouvelles, c'était la Banque mondiale qui les prenait en charge. Ce n'est pas bon. C'est une nouvelle. Renseignez-vous. Ça reste à vérifier. Vous savez que l'État aujourd'hui
paye nos fonctionnaires tant soit payés convenablement, il n'y a pas de débat. Sauf que les gestionnaires là n'ont pas fait très bien leur travail. C'est-à-dire quoi? Ce sont eux qui devraient alerter, prévenir, parce que gouverner c'est prévoir. Ils allaient prévenir, voilà, parce qu'ils suivent le fonctionnement du volcan de près, parce que c'était un danger déjà. Alors, est-ce qu'ils avaient le matériel convenable pour détecter, pour signaler à quand est-ce que le volcan peut vomir les laves, etc. Bien sûr que c'est un phénomène naturel, oui. C'est une calamité naturelle, mais qu'on peut prévenir par l'homme. Exactement, parce que bien que c'est la prévention doit être de mise. Oui, c'est un phénomène naturel, ouais. Mais contrôlé parce que bien que ça, mais ils ont les matériels qu'il faut pour détecter à quand, parce qu'il y a eu en 1977, il y a eu en 2002 et aujourd'hui en 2021. Donc les gestionnaires là, s'ils ne avaient pas de matériel, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de sécuriser les âmes, les vies humaines de la population environnante? D'abord, sur le plan, je vais aborder deux aspects. D'abord, la gestion et la population. Comment est-ce que ces systèmes-là est géré? Est-ce qu'ils font les rapports acquis des droits? Donc voilà, nous manquons ça pour ne pas que les dangers arrivent. Et aujourd'hui, il y a des déplacés et nos frères et sœurs là-bas ont perdu plus de 30 morts. Et aujourd'hui, on ne sait pas parce que les bilans macabres peuvent être revus à la hausse à tout moment. Exactement, parce que c'est aussi le devoir du ministre du média, Patrick Mouyaya, devrait mettre la RTNC à la disposition de la population, afin que nous puissions suivre l'évolution, parce que la RTNC, c'est pour l'État congolais, c'est pour le peuple congolais. C'est la chaîne nationale. Exactement. Nous devrions suivre l'évolution. À chaque minute, à chaque heure, comment ça évolue. Mais ce qui n'a... Donc, il a plutôt failli à sa mission. Il n'a pas fait. Nous attendions à ce que le ministre de Médias puisse mettre la RTNC à la disposition. Donc, il n'a pas fait. Alors, mais, bien qu'il vient aussi d'avoir les pouvoirs à peine, mais nous leur conseillons d'y revenir. Alors, la population, John souffre déjà de cette partie de la République. Nous devons, le gouvernement, bien qu'il a quand même dépêché une équipe qui est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la population, pour apporter tant soit peu la provision, etc. Les nécessaires. Oui, mais ça ne suffit pas parce que nous savons comment l'État congolais fonctionne. Nos frères et sœurs souffrent. Nous demandons au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait vraiment un suivi permanent plutôt, afin qu'il puisse apporter de l'aide à cette population qui souffre déjà. Mais quant à la prévention, la population aussi, comme c'est un phénomène naturel, ce n'est pas seulement que le volcan. Nous conseillons aussi à la population l'érosion, tremblement de terre, parce que c'est double phénomène là-bas. Il y a aussi le tremblement de terre, parce qu'à couper plus ou moins aussi l'aéroport aussi de Goma. Il y a aussi l'inondation, John. Et que nous devons prévenir à la population que si l'État vous interdit de construire tout près de l'érosion, vous devez obéir pour ne pas demain citer seulement que l'État a tel habit sur Macambo. C'est aussi à la population de prendre des mesures importantes, de ne pas habiter ou construire anarchiquement là où il y a les dangers, soit de s'éloigner, parce que les laves, John, parcourent plus ou moins 30 km. 30 km, c'est pas déjà. Oui. Alors, nous devons dire... Et à vive allure aussi. Hein. Exactement.
Et c'est pourquoi nous avons décrié au ministre de nous faire vivre l'événement à la minute et à chaque heure pour que nous puissions savoir à quel kilomètre les laves atteignent la population. Est-ce que la population est protégée? C'est pourquoi nous disons que... D'où la délocalisation, l'évacuation. Exactement, c'est pourquoi nous disons que ces services-là doivent faire... Prenez déjà, à partir de ces cas ici, n'attendez pas que nous, après des années, non, demandez les moyens nécessaires, le matériel, enfin... Ça me permet de poser cette question à Focas. Bien faire votre travail. Je crois face à une calamité naturelle comme ça, la prévention doit être démise. Et visiblement, il y a une sorte de grain de sable dans la machine, et la machine n'a pas bien fonctionné. Là c'est des 1, des 2. Comment expliquer qu'on a bâti toute une ville, chef-lieu même de la province, au pied d'un volcan, dont les activités sont toujours dynamiques? Comment l'expliquer? Merci pour la parole. Vous savez, j'aimerais bien revenir sur mon co-débatteur d'en face, Elie, vous aviez dit. Et Elie Lokwa. Qui a vraiment manifesté le désir de pouvoir me contredire sur le propos que, d'ailleurs, je ne me suis pas engagé comme Focas en défendant la thèse qu'il voulait développer. D'ailleurs, je constate que tu es trop loin de moi par rapport à lui, mais il a fait un effort de ne pas vouloir m'écouter, mais plutôt de s'arranger pour me contredire. Et ça ne sert à rien. Attendez, il y a de la matière. Si tu veux me contredire, tu as encore du temps. Mais faites un effort d'abord de pouvoir récolter les données, et puis après, tu auras le moyen pour me rencontrer. Sinon, je disais, pour INC, la mission était accomplie parce que le message est passé. Pour eux, l'essentiel était de démontrer, parce qu'ils estiment que la justice était instrumentalisée. L'arrestation de Vital Kamerhe, c'était une arrestation politique. Je ne vois pas pourquoi tu dois avoir les intentions de pouvoir me contredire à ces propos. Même ceux qui sont en train de suivre à la maison, ils seront étonnés, comme si tu as ciblé ma personne pour la contradiction. Mais c'est ce que j'aime bien, moi, faire au plateau. Attendez, il y a assez de la matière. Il y a une préméditation. Voilà, il y a de la matière, tu en auras l'occasion et nous allons aborder la contradiction. Et c'est de là d'ailleurs où jaillit la lumière. J'aime la science. Mais il faudrait comprendre une chose, John. Je vous ai toujours dit ici, un État qui ne respecte pas les normes, les règles, les principes et la doctrine de la gestion de la Respublica, c'est un État qui est voué à la disparition. Pourquoi? Vous savez, la gestion de la Respublica est sectorielle. De ce fait, pour faire les politiques publiques, il faut savoir que chaque secteur est important. Parce que nous sommes effectivement ici en train de parler d'une agglomération. Nous sommes effectivement dans la géographie. Nous sommes effectivement dans la démographie. Nous sommes dans les statistiques. Dans la météorologie. Dans la météorologie. Donc tout ça, ce sont des sciences qu'il faut appeler les experts. Tout ça, c'est... Par exemple, quand il faut expliquer le volcan, d'où viennent les laves? Les laves viennent d'une distance de 6400 et quelques kilomètres. De profondeur. De profondeur. C'est vraiment dans les abîmes de la Terre. Là, on appelle la structure qui détient les magmas, appelée larve quand ça commence à couler, mais quand c'est encore à l'intérieur, l'état initial, on appelle ça du magma. C'est l'enfer. Et là, c'est de la chaleur. Et la Terre doit respirer. Au fait, Montaigne, il a dit que l'humanité, l'univers en soi, essaye de concevoir des mécanismes de sa propre résistance. De ce fait, le volcan est une malédiction pour les hommes, mais c'est un mécanisme de survie pour la Terre. C'est salutaire pour la Terre. Oui. La Terre s'autorégule. S'autorégule. Il dégage de la chaleur. Parce que le magma, une fois encombré,
embrouille l'écosystème là au niveau du noyau et le noyau ne respire pas bien. Il doit chercher à défouler cette quantité de chaleur. Mais pourquoi cette concentration des volcans dans cette partie de la République? C'est géographiquement établi, c'est la volonté divine, ça n'a rien à voir avec la science des hommes. Ça, c'est ce que l'on appelle la providence. Dieu a voulu ainsi, il a créé, il a placé. Et personne n'a jusque-là la science pour changer toutes ces choses. Mais pourquoi habiter cette contrée? Et là, j'avance. Pourquoi habiter? Vous savez, quand le blanc était ici au Congo, gérant cet espace que nous appelons aujourd'hui Congo, il n'y a eu volcan qu'une seule fois en 1941. Et après, pendant qu'il régnait là, cela n'a pas pu revenir. Et l'agglomération de Goma n'était pas à la hauteur de ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, si c'était les Blancs, il allait surveiller le mouvement. Ouais. Nous, les activités. Voilà les activités. Parce que nous, au moins, nous sommes avertis qu'il y en a eu en 1941. En 1972, 35 ans après, 30 ans après, ça s'est répété. En 2002, ça s'est répété. 30 ans encore. Donc, 20 ans après. Nous étions déjà informés qu'il y a une possibilité que chaque 30 ans que nous ayons éruption. Parce que les 20 ans au moins. 30 ans, le maximum c'est 30 ans. Quand vous prenez 41, 72, c'est 31 ans. Et quand vous prenez 72, 92, c'est 20 ans. Non, c'est 2002. 2002, Ouais, 30 ans, oui. 30 ans. Et quand vous prenez aujourd'hui, parce qu'on estime que cette éruption était une éruption prématurée. Ça n'a pris qu'une vingtaine. Ça n'a pas atteint la maturité. Sinon, ça allait créer encore beaucoup plus de dégâts. Mais réalise une chose. Parce que quand vous quittez les noyaux, là où habitent les magmas, vous venez, il y a le tissu qui suit, on appelle ça le menton. Après le menton, nous avons la croûte, c'est que nous piétinons là où nous construisons, on appelle ça croûte. Et parce qu'il y a des pierres dans le sol, et entre les pierres, il y a des fissures. Et le magma, une fois réchauffé, il passe par ces fissures-là entre les pierres. Et une fois passé le roc, les rochers là, le plus grand rocher, il arrive au niveau de la croûte. Et la croûte, c'est du sable, c'est de l'argile, c'est beaucoup plus fragile. Imagine-toi une matière capable de percer les rocs. D'où ça crache du feu. Voilà. Et pour la croûte, c'est l'élément le plus facile pour qu'il puisse se déchaîner. Alors, selon l'observatoire, il est noté que cet espace-là, selon les politiques publiques d'aménagement du territoire, ne pouvait pas être habitable. Ça, c'est toute la conclusion scientifique en termes de prévention durable. Cet espace-là, parce qu'on n'a pas de mécanisme d'empêcher l'éruption volcanique, donc il faut tout simplement délocaliser la ville de Goma. Et c'est ça la décision. Pourquoi? En tout cas, cette ville doit rester déserte. Mais franchement, inhabitable. Les sites-là doivent rester pour le tourisme. Parce que le danger est permanent. 30 ans après, ça reviendra. Si pas moins de 30. Faute de quoi? C'est une faute de la considération de l'apport scientifique. Parce que pour les scientifiques, on vous démontre qu'on n'a pas de politique. Parce que je risque de craindre un jour un député de Goma faire des meetings au nom de la campagne électorale, promettre de pouvoir faire disparaître les volcans pour laisser ces gens-là en paix. Parce qu'eux, ils sont capables de tout, ils promettent n'importe quoi. Non, ça c'est l'union sacrée. Mais je ne sais pas s'ils arriveront jusqu'à ce niveau-là. Mais il faudrait comprendre que la mesure scientifique efficace et durable, c'est de ne pas vouloir
permettre cette agglomération. Mais faut aujourd'hui, on évacue, c'est momentanément, c'est du bricolage. On évacue pour qu'ils reviennent après. Vous savez, la décision, quand c'est une décision d'autorité, cela est entaché de quoi? De responsabilité. La crainte pour l'autorité actuelle, c'est de prendre des mesures de délocaliser, mais les moyens qui doivent s'en suivre, la contrepartie, pour donner à ces populations aller habiter ailleurs, c'est ce qui fait défaut. Nous devons nous dire la vérité. Mais en réalité, tout scientifique sérieux vous dira que la solution la plus durable et la plus efficace, parce que le monde va continuer, et le volcan demeure à cet endroit. Aucune machine, aucune intelligence scientifique de l'homme, jusqu'à la preuve du contraire, peut délocaliser les volcans. Et on vous dit ici, un produit, une matière qui quitte 6400 km, presque un voyage de la France. Vous vous imaginez? Et comprenez qu'il doit rouler le magma là, une fois à la surface, a la possibilité de s'étendre 30 km. Donc quand vous faites des calculs, parce que la science, l'avantage c'est quoi? 30 km, c'est l'aéroport d'Indji. Voilà. L'avantage avec la science, c'est-à-dire qu'on vous donne des données incontestables, communicables, réalisables, mathématiquement vérifiables. Donc indiscutable, donc appliqué tout simplement. Mais la crainte, c'est ça. Il faut nous puissions avouer. Parce qu'il y a de ceux qui ont investi énormément. Donc le seul remède, c'est la prévention et délocaliser carrément la ville. Voilà, ça c'est durable. Mais quand ça devient une décision politique, la crainte, c'est que la contrepartie n'est pas disponible pour donner à ceux qui ont investi, qui ont construit à cet endroit pour aller ailleurs. C'est ça tout simplement la faiblesse de notre État, parce que nous n'avons pas cet État-providence. Si on avait une gestion providentielle de l'État, on allait puiser dans cette caisse, parce que ici, cette démonstration que je suis en train de faire, c'est la relève du secteur de l'aménagement du territoire. Oui. Or, c'est un ministère que les Congolais ne connaissent même pas. Même en termes de nom. Peut-être qu'avec Guy Luando, les choses... Peut-être il pourra faire de sorte que... Parce qu'aujourd'hui, on parle que des affaires foncières, on parle de l'habitat. De l'urbanisme. L'urbanisme, point barre. L'aménagement du territoire, on n'en connaît pas. Il y a une structure d'aménagement du territoire ici, BAU. Mais quand vous demandez beaucoup de décideurs, beaucoup de députés, ils n'en connaissent rien. Ici, aménagement urbain. Ici, Alimété, première rue. BAU. Ça existe. Mais qui en parle? Qui en connaît? Personne. C'est-à-dire que c'est un secteur oublié. Or, effectivement, pour planifier une cité, pour planifier des politiques publiques, il faut passer par l'aménagement du territoire. Mais comme nous faisons la politique sans sa science, il est difficile que nous puissions nous en sortir. Et la malédiction, nous devons payer cash. Je reviens à vous. Le temps de réagir, hein, avant que je ne vous donne la parole pour conclure. Élie Lokwa, le temps d'abord de réagir à ce stade du débat. Merci beaucoup. J'ai compris que nous avons de pleins soucis. Nos frères et sœurs qui ont été attaqués par cette éruption volcanique. Et parce que nous devons reconnaître que ce n'est pas seulement le volcan de Nyiragongo qui est le seul volcan le plus dangereux au monde. Au moins 7 volcans les plus dangereux dans la planète. Il y a le volcan à Philippines, il y a le volcan à Italie, il y a plusieurs volcans. Et ce n'est pas nécessairement le volcan de Nyiragongo qui est le seul volcan le plus dangereux. Non, mais le plus dangereux d'Afrique, c'est Nyiragongo. Oui. Scientifiquement. Mais je voudrais ici, partager avec beaucoup de sérénité l'argumentaire de mon co-débatteur qui pense, selon les avis des chercheurs, qu'il faut, bien entendu, délocaliser la ville de Goma. Carrément. Sur le plan pédagogique, technique, selon les rapports de l'Observatoire volcanologique de Goma, il est bel et bien prouvable scientifiquement qu'il serait important de délocaliser la ville. Parce que les volcans, d'abord, ce sont des dégâts naturels
que l'homme ne saura pas gérer. Là, là, nous voulons entrer dans les pensées des dieux. Dieu a voulu que ces volcans soient à Goma. Mais pour trouver la solution la plus pérenne, la plus durable, c'est de vouloir premièrement délocaliser la ville de Goma, même si ça va coûter. En fait, nous devons reconnaître que depuis les anciennes éruptions, la ville de Goma est aujourd'hui reconstruite. Parce que dans des dates passées là, la ville de Goma n'était pas de la même manière que nous voyons aujourd'hui. Ça prouve que suffisamment il y a des moyens. Il y a un vent nouveau. Oui, il y a des moyens et que l'État congolais peut utiliser pour construire les nouvelles villes où l'on peut faire déplacer des populations pour y aller habiter. Mais les grandes questions pour des mesures de précaution maintenant, c'est d'abord tenir compte de la condition de vie de toutes les populations qui sont maintenant à Goma. Les unes sont en déplacement, les autres sont séparés de leur famille. Qu'est-ce que l'État a prévu pour venir en rescousse à toutes ces populations? Une crise humanitaire. Et donc, aujourd'hui, c'est ça les grandes questions les plus importantes pour des mesures de précaution. Et aussi prendre des soins, parce qu'il y a aussi des maladies qui sont perpétrées à la suite des volcans. Il y a des gens qui sont tombés malades, il faut les amener à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en déplacement, il faut des mesures de compensation pour un peu trouver des solutions à toutes ces populations et aussi chercher à maintenir un peu la recherche scientifique. C'est là où moi je m'appuie souvent. On ne peut pas négliger la recherche scientifique. La question des volcans doit être un sujet de tous les temps au sein des hémicycles. Au niveau de la présidence, des ministères de tutelle, il faut que la question des volcans qui aujourd'hui est devenu un sujet d'actualité soit un sujet sur lequel les autorités publiques doivent débattre pour voir comment peut-on maîtriser et comment peut-on trouver des solutions. Et parce que si on n'arrive pas à gérer cette situation, même si on fera de sorte qu'il faut faire déplacer la population, délocaliser la ville de Goma, mais l'espace environnant, c'est un espace que nous appelons aussi écosystème. C'est une biodiversité autour de laquelle on trouve les espèces tant animales que végétales et qui permettent, bien entendu, la production des services pour la population. Et donc, même s'il faut déplacer ou délocaliser la ville de Goma, il faut chercher des voies et moyens pour maîtriser d'abord les volcans. Parce que cet espace-là de volcans, c'est tout autour des parcs de Virunga, tout autour de la richesse que nous appelons les gaz naturels du lac Kivu, qui aujourd'hui est menacé. Et même si le plan économique, les gaz naturels, c'est parmi les circuits qui peut parfois nous permettre à booster notre capital économique. Alors si l'on laisse les volcans à ce niveau où nous les voyons aujourd'hui, ça peut engendrer des conséquences. Mais on ne peut pas contenir les volcans non plus. Contenir, c'est-à-dire quoi? Les volcans, parce que vous dites si on laisse les volcans aujourd'hui. Mais l'homme ne peut rien face à ces fléaux. Bon, l'homme, bien que... Sauf la prévention. La science n'est pas toujours celle qui a été produite par l'observatoire volcanologique. Des études approfondies ne peuvent qu'être faites pour comprendre comment maîtriser les volcans. Dans tous les risques naturels, il y a toujours des mesures de prévention et les mesures de précaution. Même s'il s'agissait des inondations, on ne peut que créer des caniveaux pour maîtriser les inondations. Il y a des manières, il y a des procédés scientifiques où les chercheurs peuvent utiliser, bien entendu, pour voir à quel moyen où on peut maîtriser le volcan. Bien que ça provienne des magmas, des roches, ainsi de suite, ce sont les espaces naturels créés par Dieu. Mais l'homme, en réalité, par la science, il peut utiliser de voies et moyens pour voir comment est-ce qu'il peut maîtriser le volcan, pour que l'espace, bien entendu, où on trouve les richesses géologiques de la République, les espaces écosystémiques, la biodiversité, ne puissent pas à tout prix être menacés à tout moment. Et la science est là, on peut trouver... Sans compter la catastrophique écologique aussi. Hein. Mais il y a une réaction à ce stade du débat. Oui, John, je crois que nous sommes en train
d'analyser une situation. Je ne sais pas si nous ressentons comment, lorsqu'il y a des déplacés, qui fait très mal déjà, il y a des morts. Des familles séparées. Des familles séparées, les routes séparées, que les paisibles citoyens ont des difficultés. Activité économique interrompue. Exactement, souffrent déjà, et puis la population a du mal d'évacuer librement à leurs occupations. Moi, je crois que à ce stade ici, nous sommes maintenant en train de faire des recommandations. Parce que nous avons dit, nous avons assisté à la réaction du volcan de Nyiragongo. Nous avons émis plusieurs propositions, mais maintenant nous voulons que la population et l'État congolais, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas que nous puissions subir les mêmes causes à la longue, après 30 ans ou 20 ans, parce que ça ne promet pas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous pouvons faire des calculs, mais les calculs humains n'est pas les calculs de Dieu. Mais quelle est la mesure ou la solution pérenne? Une solution, si pas définitive, mais à long terme? Exactement. Je crois que mon co-débatteur en face, Focas, a rejoint, bien que je ne suis pas allé dans la même lignée. Moi, je dis que la population doit savoir se protéger pour ne pas construire là où il y a un danger. C'est-à-dire, j'ai énuméré quelques aspects, exemple érosion, etc. Et qu'elles-mêmes aussi puissent se prendre en charge. C'est-à-dire que l'État d'abord doit étudier en collaboration avec tous les départements, exemple de l'aménagement du territoire, le ministère d'Habitat et Affaires foncières. Étudier comment, qu'est-ce que nous ne puissions pas perdre les vies humaines et les biens matériels à la longue. Parce que c'est l'État qui a le seul mot de protéger la population. C'est-à-dire, j'ai joint, soit je puisse rejoindre l'idée de Focas pour dire que la solution est que l'État puisse déplacer la population de cette ville-là. Parce que ça, c'est un impératif. Parce que l'État peut prendre des décisions malgré que la population a investi. Déplacer provisoirement ou définitivement? Définitivement, John. Même si la population a investi, il a construit, mais en construisant avec perdre la vie humaine. Donc, qu'est-ce qui est important? Moi, je crois que la seule solution l'État doit faire, l'État n'a pas besoin de demander à la population, John. L'État est le seul décideur. Ou si cela va pour l'intérêt de sa population. Mais encore faut-il indemniser toute cette population déplacée. Exactement. C'est ça aussi les drames. Exactement. Oui. Mais l'État a les moyens. L'État a tous les atouts, John. L'État peut demander de l'aide à l'extérieur pour sauver sa population. La question est de sauver la population qui souffre déjà. Des vies humaines. En déplacement. Et aujourd'hui, s'il faut payer ceux qui sont morts, vous allez payer à combien? L'argent que vous pouvez donner ne va rien représenter. Mais pour ne pas arriver aux mêmes effets, moi je trouve que c'est mieux l'État puisse prendre des mesures définitives, pas préventives, définitives de déplacer la ville pour sauver sa population, sans pour autant demander l'autorisation à qui que ce soit. Parce qu'à la longue, ça sera bénéfique au lieu de pleurer encore des morts, au lieu d'arriver à perdre tout ce que nous avons. Sans compter les dégâts matériels. Sans compter les dégâts matériels, John, ce qui nous fait vraiment inconsolable. Allez-y un peu là où il y a 2 ou 3 familles qui sont mortes comme ça. Allez-y me poser la question, même si vous voyez des immeubles, mais ça ne représente rien. Moi, je crois que l'État puisse déplacer à la longue, après
tous ces temps ici. Ouais, après une accalmie. Oui, puisse étudier où faut-il déplacer la ville afin de sauver, loin du volcan, afin de sauver son peuple. Focas Kokelemena. Oui, effectivement, je voulais aborder la question qu'a soulevé mon ami Eli. Pour dire qu'il fallait nécessairement qu'aujourd'hui l'État puisse mettre des moyens pour que les scientifiques travaillent, cherchant des voies et moyens pour freiner l'éruption du volcan. En tout cas, les activités du volcan. Les activités. Et je lui rappelle qu'il sait, il sait que déjà son État à lui a des difficultés d'arrêter tout simplement ce que l'on appelle l'embouteillage. Déjà, on a un problème avec votre État pour qu'on puisse régler la question de l'embouteillage. Non, mais l'embouteillage n'est pas une invention congolaise. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous avez été dans beaucoup de métropoles. Oui, effectivement. L'embouteillage, c'est... Non, il y a une possibilité de le faire. C'est une catastrophe naturelle. Voilà. C'est créé par les humains. Voilà. Votre État a des difficultés pour chercher des mécanismes à lutter contre les inondations. Or, ailleurs, vous savez qu'il y a des villes... Et a fortiori un volcan. Voilà, a fortiori un volcan. Imagine-toi les ravins qui sont en train de détruire la cité, la ville. Votre État n'a pas de moyens pour réfléchir quant à ça. Et vous allez demander à cet État-là d'aller réfléchir sur le voies et moyens pour freiner l'élan des activités volcaniques. C'est trop demandé. Et d'ailleurs, je suis en train de te dire une chose. C'est-à-dire qu'il y a un savant qui s'appelle Montaigne Malthus. Lui, avec la théorie de homéostasie, il démontre que l'univers a un mécanisme de survie qu'à chaque moment qu'il se trouve en difficulté, il déclenche des mécanismes de sa propre survie, notamment le volcan. Le volcan, pour la planète Terre, est un mécanisme pour sa survie. Parce que si la Terre en soi ne permet pas à respirer convenablement, un jour, ça va nous engloutir. Mais comment vous allez empêcher un mécanisme de respiration de la Terre, qui est notre propre support, de pouvoir ne pas être en activité? C'est comme si vous étouffez la Terre de ne pas respirer. Et un jour, la Terre va se révolter contre nous pour nous engloutir. Et ça sera encore plus catastrophique. Donc la science a déjà réfléchi. Il est question seulement de mettre en pratique. Quand on vous dit qu'ici, c'est un endroit volcanique, vous calculez les rayons de ces activités et les traces de larves, à quelle dimension, à quelle distance, et vous vous abritez ailleurs. La science, c'est cela. Il ne faut pas demander ce que l'on ne peut même pas demander aux hommes. Mais moi, je pense que ce qui serait aussi important, vous regardez le ministère d'aménagement du territoire doit nécessairement travailler en synergie avec le ministère d'Habitat et le ministère d'Urbanisme. Non. Habitat et Urbanisme. Habitat, Urbanisme et Affaires foncières. C'est au fait l'État est le propriétaire de la terre. Et même du sous-sol. Du sous-sol même et de l'espace. Des eaux y compris. C'est l'État qui choisit en réalité, pas le ministère, pas le traitement du ministère d'aménagement des territoires, avec ses experts, de pouvoir étudier quelle est la surface habitable et quelle est la surface non habitable. C'est une décision étatique. Mais aujourd'hui, par contre, ce sont des populations qui choisissent où habiter et puis l'État, il vient après. Et qui construisent quand il veut. Et comme il veut. Mais ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Là où on respecte la science, on respecte des disciplines. On donne la primaire à l'aménagement du territoire. Nous avons 100 millions d'habitants. Vous connaissez notre territoire. Répartis-nous. Quel est l'espace habitable? Quel est l'espace agricole? Quel est l'espace industriel? Quel est l'espace du tourisme? Quel est l'espace? Ainsi de suite. C'est réparti. Et ça, vous devez en avoir comme sur un tableau. C'est ça la gestion de la République. Vous entrez dans le bureau, vous entrez dans des cabinets d'aménagement du territoire, on vous place la cartographie et on vous dit
tel rayon est habitable, tel rayon n'est pas habitable. Ça, c'est prévu pour les activités industrielles, ça, c'est prévu pour les activités sportives, ça, ainsi de suite. C'est réparti. Et puis après, les affaires foncières vont suivre. Ils vont prendre maintenant la latitude de pouvoir gérer ces espaces-là dans la mesure où tel espace est pour l'habitat, tel espace pour l'exploitation minière, ainsi de suite. Ils commencent maintenant à dispatcher avec les ministères d'habitat et d'urbanisme pour dire que là où il y a il y a un travail préalable à faire. Tout est planifié. C'est pourquoi moi j'adore la science. Heureusement qu'on nous a appris toutes ces choses. Un jour, détenteur du pouvoir, je vais appliquer tout simplement la science. Je ne vais pas me débrouiller. Je ne peux pas me débrouiller. Je te dis vrai. Regardez aujourd'hui. Allez-y plus loin ici de la ville de Kinshasa. Vous trouvez qu'il y a des espaces là-bas? L'État est absent. Ce sont des populations, en cherchant à fuir la promiscuité dans la ville, ils veulent aller construire là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas d'affaires foncières, il n'y a rien. Il y en a de ceux qui construisent à peine des ravins. Donc il y a des ravins ici et à côté, il y a une construction. C'est ici à Kinshasa. D'ailleurs, quand vous parlez de Goma, c'est trop loin. Ici à Kinshasa. Est-ce que vous voyez les hommes être gérés sur cet espace? Et quand il y a une inondation... on n'en parle même pas. Or, quand on construisait cette ville de Kinshasa, ceux qui étaient à l'époque, ils n'avaient jamais vu l'inondation. Pourquoi? Non, mais les Chinois aussi, ils sont pour quelque chose dans ces inondations. Ils ont construit sur des égouts, d'évacuation d'eau. Ah, c'est ça le mal. Ça aussi, c'est les Chinois ne sont pas de Congolais, vous savez? Oui. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé de la part des Congolais comme information. Pour qu'ils fassent mieux, il a fallu d'abord l'état des lieux. Qui les a présenté l'état des lieux? Et ils ont fait où? Les Congolais. Les Congolais devaient présenter aux Chinois l'état des lieux de leur ville. Mais où sont-ils? En cravate et costume, c'est bien. Mais les jugeotes, on en a besoin. Merci, Focas. Merci. Alors, Elilo quoi? Je vous passe la parole pour conclure par rapport à nos deux thématiques. La dispersion de façon musclée organisée par les partisans de Vital Kamerhe, la riposte mentale en vue de à la crise humanitaire qui s'annonce à l'Est. Merci beaucoup pour cette fois-ci. Je pense qu'avec mes co-débatteurs, nous parlons le même langage autour de la situation humanitaire qui est récente nos populations de l'Est. Mais il y a lieu de dire qu'en dehors de tous ces mouvements naturels, l'homme étant chercheur, l'homme scientifique étant chercheur, étant universitaire, il ne peut que comme d'autres s'y le font, parce que comme je le disais au début, au prologue même de ma prise de la parole concernant le sujet du volcan, que ce n'est pas seulement le volcan de Nyiragongo, il y a d'autres volcans où certains scientifiques ont aussi mis en place quelques stratégies. Ont étudié. Oui, évidemment, pour la maîtrise des activités de mouvement des volcans. Comme ça se passe même aux États-Unis, il y a 200 ans que le volcan au niveau des États-Unis s'est produit aujourd'hui, mais aux États-Unis, les scientifiques ont reçu des moyens par l'État pour surveiller les mouvements des volcans. Et ça se maîtrise de cette façon humaine. Mais ça peut aussi se faire dans notre pays. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas ici demeurer pessimistes ou négationnistes vis-à-vis des propositions que nous émettons à la République. Nous devons croire en génie congolais. Être un peu optimiste, croire en réalité que l'État, au travers de nos recommandations, il peut en prendre en considération pour que ça devienne l'outil public afin d'aider aux scientifiques de voir comment est-ce qu'ils peuvent bien entendu surveiller le mouvement des volcans. S'il faut encore revenir pour le premier sujet sur lequel on avait débattu concernant la répression de la manifestation publique organisée par nos frères de l'INC, parti cher à
au président Vital Kamerhe, je dirais que l'état de droit, c'est un état où les textes qui régissent les institutions publiques et la société publique doivent être respectés, et premièrement par l'État lui-même et deuxièmement par la population. Et ici, la question des manifestations publiques, au moins que nous soyons des personnes qui ne vivent pas ici en RDC, nous avions tous vu comment on avait matraqué la population congolaise ici au Congo par l'ancien régime. Moi, je suis personnellement victime de plusieurs enlèvements, de plusieurs arrestations arbitraires, de plusieurs formes de répression que nous avions subies. Mais ces pratiques doivent cesser. Et voilà. Mais oui. Mais avec Félix, toutes ces pratiques ne se font pas tellement. Ah, pas tellement. Ne se font pas. Et aussi, quand vous dites qu'il y a répression, je n'aimerais pas utiliser le mot. Il y a un modus operandi par la police pour voir comment surveiller les manifestants qui ne voulaient que réclamer leurs droits régaliens et qui sont indérogeables. Et la police avait suspecté, parce que la police faisait aussi constant de quelques débordements, elle ne peut que lancer quelques gaz pour maîtriser et amener le calme, mais aussi amener l'ordre public. Voilà pourquoi je ne dis pas qu'il n'y a pas de répression. Merci John. Je crois que pratiquement nous sommes arrivés à la fin, mais je dois c'est votre conclusion. Rappeler que au peuple congolais, que nous ne puissions pas décourager les chefs de l'État pour sa bonne foi sur l'état des droits. Il a commencé, il a prêché par exemple pour dire que je ne veux pas répéter les mêmes choses que le pouvoir sortant a au moins signalé un rapport qu'il y avait des détourneurs, mais nous n'avons jamais vu un ministre aller à la barre. Mais cette fois-ci, le peuple congolais quand même s'est réjoui et John, je vous rassure qu'aujourd'hui, même les ministres qui sont en fonction aujourd'hui, on perd. Ça sera rare d'entendre un ministre détourner un rond. Au moins qu'il soit vraiment un vrai détourneur. Mais sinon, il y a un peu c'est la panique. Hein? De la panique dans ce sens. D'abord, nous demandons que la justice puisse faire son travail, que les partisans, soit les militants de l'INC puissent comprendre qu'ils sont en train de gérer la République aujourd'hui. Ils ont 5 ministres. Nous demandons que la justice puisse établir les responsabilités. Mais pour l'éruption volcanique, nous faisons des propositions en disant que tous les ministères de l'aménagement du territoire, affaires foncières et habitat, de faire une étude, afin que tout ce que nous venons d'évoquer ici, qu'il puisse au moins faire le rapport au président de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions de la République, pour sauver son peuple. Nous demandons, pire et simple, que la délocalisation de cette ville. Maintenant, je dois aussi faire passer ce message que la jeunesse du Grand Bandundu dit au président de la République, à travers son coordonnateur que j'ai sur le micro, que nous avons émis le vœu d'adhérer à l'Union sacrée, malgré nous étions omis par notre cahier des charges a été omis par le Premier ministre. Nous osons croire que c'était un oubli, mais cette omission sera réparée lors de merci beaucoup, Gilles Mividi. Mais je salue une personne, il s'appelle Joachim Idiana, mon coach. Merci beaucoup, Gilles Mividi. Parler dans cette génération des bandes de demander des postes. C'est ça les cahiers des charges. Ils seront entendus au niveau des mandataires. Je ne suis pas... Faut que vous avez la parole. Cette mission doit être récupérable. Je défends ma structure qui défend le président
qui soutient le président. Non, on va cette fois-ci, on va tenir compte du cahier des charges. On a compris le cahier des charges. Ne vous en faites pas. On a Focas compris. Kokeleme, j'ai de l'estime envers vous, mais je défends ma structure. Oui, on a compris le cahier des charges. Merci beaucoup. Ça doit être revu lors de nomination. On a compris les plaidoyers. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, vous savez, pour l'occupation de l'espace, en réalité, c'est l'aménagement du territoire qui précède, Oui. qui fait appel au ministère des Affaires foncières, et après, c'est le ministère des Affaires foncières qui appelle non, c'est d'abord urbanisme qui revient, après l'urbanisme, pour des espaces prévus au lotissement et bâtisse, alors on fait appel à l'habitat. Donc, c'est linéaire. On ne peut pas faire l'inverse. Mais quand vous êtes dans un État où vous avez et des chefs de l'État, et des ministres, et des députés, mais vous trouvez l'anarchie dans cette gestion de l'espace, il faut se poser la question, est-ce que l'on respecte la science? Est-ce que l'on respecte des principes, des normes, des règles? Toute une doctrine est disponible pour gérer la cité moderne. De ce fait, moi, je recommande à la classe politique actuelle de recourir à ce que les scientifiques disent. Ils ont écrit, c'est pour qu'ils puissent lire et appliquer. Il n'y a pas de la magie. Regardez aujourd'hui, quand il plaît au Congo, ça n'est pas une question de beau temps. C'est une question de plaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prévisible. Or, gérer... En tout cas, après la pluie au Congo, ce n'est pas le beau temps. Non, non, c'est du plaire. C'est du rincement des dents. Grincement des dents. Des pertes en vies humaines, des pertes des immeubles. Des dégâts énormes. Des dégâts énormes. C'est parce que nous ne planifions rien et rien alors. Nous défions la nature. Donc, nous vivons juste à la propagande, dirais-je moi. On essaye de faire comme l'on veut, sinon ce sont les imères et consorts, et c'est très dangereux pour une nation. Par rapport à la marche, j'avais dit jadis que je n'étais pas trop intéressé, oui. Mais je voulais tout simplement faire constater à mon ami qui dit que lui était victime. Effectivement, il s'identifie victime. Pour avoir fait quoi? C'est justement pour avoir fait ce que ces de l'INC sont en train de faire aujourd'hui. Si vous voulez poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais dans une marche. Il n'était pas allé voler, mais il a été... J'étais dans une manifestation. Mais à l'époque, lui, il était contre ces régimes-là. Aujourd'hui, il ne se sent pas dans la peau de ces de l'INC parce qu'il est de l'Union sacrée. C'est 2 poids, 2 mesures. Selon la température. Il ne faut pas faire la pression. Mais quand tu étais toi victime là, quand tu étais victime, on t'a arrêté parfois en train de faire une pression quelconque que vous ne voulez pas qu'aujourd'hui les autres fassent. Mais quand toi tu faisais la pression, quand on t'arrêtait là, parce qu'on ne t'arrêtait pas dans ta maison, dans ta chambre, on t'arrêtait quelque part en train de faire quelque chose. Tu peux nous indiquer c'était dans quelles circonstances et tu faisais pression sur quoi? Merci beaucoup, Focas. L'état de droit ne signifie pas ce que tu dis. Merci à tous mes éminents invités. Élie Lokwa, cadre du mouvement politique Jeune Leader du Congo, parti mouvement politique sociétaire de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Gilles Mividi, coordonnateur de l'association de la jeunesse du Grand Bandundu. Merci. Donc je crois que vous faites aussi partie des... Merci. Vous vous répétez là. Merci beaucoup à Focas Kokelemena. Coucou à tous ceux qui nous ont suivis, mes sympathisants, je vous adore. Merci à vous, un débat serein, un échange fructueux. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. La rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.